Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Rama. Ravi de vous voir aussi ici ce soir. Et donc, je vais démarrer sur le sujet. Donc, j'ai proposé effectivement sur le rôle de l'électricité au cœur de notre futur bas carbone. Et en fait, il s'agit finalement de regarder ce qui s'est passé depuis peut-être 140 ans, et non pas pour les 140 ans qui viennent, je n'ai pas cette prétention, mais au moins de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire ou faire de mieux pour essayer le plus vite possible de maîtriser l'évolution du changement climatique. Voilà, donc je rappelle l'aventure de l'électricité dans l'humanité. Elle démarre grosso modo à cette époque-là et elle s'est développée depuis, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter, en démarrant sur l'idée de 2 phases d'électrification. Ce sera mon premier sujet. Ensuite, je mentionnerai 7 technologies qui me semblent clés. J'expliquerai pourquoi j'ai choisi celle-là. Ensuite, je me focaliserai sur la consommation. Je dirai rapidement quelques mots sur production, stockage, réseau, et j'insisterai davantage sur la question d'intégration de tout ça, c'est-à-dire sur la métamorphose du système électrique. Et puis, j'ai mis remarque conclusive avec un point d'interrogation, parce que je pense qu'il faut rester modeste, compte tenu de la complexité des problèmes et de la manière de les traiter. Alors, ma première diapo, c'est pour rappeler finalement tous les usages de la fée électricité depuis que Thomas Edison a commencé la production, avec du charbon à l'époque, à New York et Londres, et puis a inventé, parallèle avec d'autres, les premières ampoules électriques. Voilà, donc j'ai mis là une liste. On peut discuter dans certains cas des dates, on peut ajouter d'autres éléments. C'est juste pour montrer que finalement, sur 130 ans, petit à petit, de nouveaux appareils, de nouveaux systèmes concernant la vie courante, les transports, la santé, les communications, etc., se sont développés, se sont électrifiés pour certains, d'autres étant tout à fait spécifiques, puisqu'on imagine difficilement un ordinateur personnel à charbon ou un scanner à gaz. Alors, ces développements, j'appellerais ça la première électrification, et elle a permis, notamment dans les pays de l'OCDE, chez nous en particulier, en France, d'améliorer de façon fantastique la qualité de la vie, et puis a permis un développement économique qui avait démarré avant avec le charbon, mais qui s'est accéléré grâce à l'électricité. L'électricité joue un rôle croissant au sein de notre consommation d'énergie finale. Pardon. Et je vous ai mis ici un diagramme. La plupart des données, quand je ne mentionne pas l'origine, pour être clair, sont des données de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, vous pouvez les retrouver, ce sont des données publiques. Et puis, dans quelques cas, et ce sera indiqué, j'ai utilisé quelques diagrammes de World in Data ou une fois de BP. Voilà. Alors ça montre le ratio entre la consommation d'électricité et la consommation d'énergie finale dans un certain nombre de pays. Vous avez notre pays ici, vous avez la France, qui est relativement haut, sachant que la Norvège est beaucoup plus haut depuis longtemps. Vous avez la valeur pour le monde, et vous avez la Chine, dont on voit là à quel point elle a augmenté sa consommation d'électricité rapportée à son énergie finale, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup électrifié son pays depuis une trentaine d'années. Alors, ce contexte d'augmentation de la consommation d'électricité dans l'ensemble de la consommation d'énergie finale, je crois qu'il est intéressant de regarder les 2 facteurs. Et donc, vous avez ici les 2 camemberts. Je fais attention, je suis en Bretagne, là, je ne suis pas en Normandie, mais bon, vous avez quand même les 2 camemberts de la consommation d'énergie finale. Alors, 1973, pourquoi? C'est l'époque de la crise pétrolière et puis, en fait, de la création de l'AIE. Et donc, si on regarde cette figure et cette image, il y a 2 points tout à fait intéressants. Le premier est important. Le premier, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie par un facteur supérieur à 2. Et puis, ce qui fait que même si le pétrole a l'air d'avoir régressé en valeur absolue, il a augmenté de façon considérable.
Et puis l'autre, c'est l'augmentation du pourcentage de l'électricité qui a grosso modo doublé, même un peu plus, avec des valeurs que j'ai mises en térawattheure à droite. Alors, pour que vous ayez en tête les ordres de grandeur, parce que c'est toujours difficile quand on n'est pas des familiers de ces valeurs, gardez en tête que la France, c'est grosso modo 500 térawattheures. La production, grosso modo, on est autour de 500, 450, 500. Voilà, donc je crois que ça vous donne un ordre de grandeur sur la situation mondiale, aussi bien en 1973 qu'en 2019, avec cette multiplication par 4 de l'électricité, alors qu'on a une multiplication par 2 de la consommation d'énergie, de la consommation finale. Alors, la conséquence de ça, on le connaît, c'est l'augmentation des émissions de CO2, plus généralement des émissions de gaz à effet de serre. Le CO2, c'est 3/4, le méthane, c'est 20%, et puis après, il y a les autres. Et donc, là, je vous ai mis un diagramme qui rappelle, et je ne vais pas détailler ça, je pense qu'on a tous en tête cette augmentation vertigineuse depuis 50 ans des émissions de CO2. Et donc, la question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là-dedans, gardons en tête que l'électricité, c'est un peu moins d'un tiers, ou ça dépend comment on compte, si on rapporte au CO2, au gaz à effet de serre globalement. Enfin, un tiers, c'est énorme. Alors, les questions du changement climatique, je ne vais pas vous faire un exposé que vous connaissez bien. Là, je reprends quelques valeurs de la dernière livraison de l'IPCC, du GIEC. Donc, le budget pour ce siècle, pour ne pas dépasser le 1,7 degré avec une probabilité de 83%, d'après les modélisations du GIEC, eh bien, notre budget, c'est 550 gigatonnes de CO2 équivalent, sachant que nos émissions annuelles, elles sont autour de 40, 45. Et donc, c'est là qu'on voit l'urgence d'agir. Et donc, ma question, c'est comment on agit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bon, je vais essayer de faire partager avec vous quelques réflexions, puis ensuite d'en discuter avec vous sur ce sujet-là. Alors, je voudrais rappeler quelques points évidents, mais on a tendance peut-être parfois à oublier. Nous n'avons pas de limitation, en fait, en termes d'énergie bas carbone. C'est-à-dire, ce que nous envoie le Soleil annuellement, c'est à peu près 9000 fois nos besoins. On a le nucléaire qui apporte aussi potentiellement pas mal. Et donc, la vraie question, c'est de découpler l'énergie et ses impacts. Bon, sachant que dans la mesure où on a du mal à la découpler, ben évidemment qu'il faut maîtriser la quantité d'énergie qu'on utilise, on y reviendra. Mais le point clé, c'est quand même le découplage. Et quand j'entends dire on n'aura pas assez d'énergie, c'est parce qu'en fait, on ne saura pas utiliser correctement les différentes formes qui nous viennent du soleil, le vent, l'éolien, etc., le solaire, et puis le nucléaire. Deuxième point, on entend dire parfois attendons d'autres technologies. Non, on a déjà plein de technologies que j'appellerais bas carbone, je vais préciser dans un instant ce que je veux dire par là, qui sont disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de recherche, mais si on déployait déjà tout ce qu'on avait, on baisserait rapidement nos émissions. Alors ça, c'est la dimension, je dirais, scientifique dans le premier et technique. Il y a des aspects proprement humains tout à fait fondamentaux. J'en ai cité deux ici. Le premier, bah, c'est nous tous, citoyens, travailleurs, consommateurs, clients, électeurs. Enfin, électeurs, pas dans tous les pays, mais quand même dans pas mal. Et puis l'autre, qui est un point très complexe, et je pense que tout à l'heure, probablement, on pourra en discuter, notamment avec Dominique Ramat, c'est cette question de l'équilibre entre comment agir au niveau local, au niveau national, au niveau mondial, pour avancer vite sans pour autant dépenser, enfin se ruiner, quoi. Donc c'est un point très très complexe. Alors pour décarboner, si on est, me semble-t-il, réaliste, et c'est admis de plus en plus dans le monde, bien sûr qu'il faut d'abord faire un usage rationnel de l'énergie, pas laisser la lumière allumée, etc. Il y a un certain nombre de cas où on peut faire un usage direct du soleil. Il y a beaucoup de chauffe-eau solaires dans le monde, il y en a aussi en France. Et puis, la voie dominante probablement, en tout cas celle qui semble s'imposer en l'état actuel des sciences et des techniques, c'est d'électrifier et de décarboner l'électricité. Et donc, c'est ça que j'appelle la seconde électrification, sachant que dans les pays de l'OCDE, finalement, on en a fait une première, on a fait une seconde.
on voit bien que dans un certain nombre de pays en voie de développement, et en Afrique, et dans bien d'autres endroits, ils se retrouvent, eux, à devoir faire les deux choses, ce qui est effectivement très compliqué, même si ça va leur permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs ou de choix qui ont abouti à la situation actuelle, soyons clairs. Alors, il y a des cas où on ne pourra pas électrifier directement, j'y reviendrai tout à l'heure, et à ce moment-là, il faudra avoir de l'hydrogène décarboné, par exemple, enfin bas carbone, ou faire du stockage, du capture-stockage du CO2. Alors, quand je dis bas carbone, je précise, grosso modo, pour moi, c'est 50 ou 40, c'est 50 grammes de CO2 par kilowattheure, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est grosso modo, quand on prend l'analyse du cycle de vie des renouvelables et du nucléaire, on est en dessous, on est entre 20 et 40 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et donc, c'est cela à quoi je pense quand je dis bas carbone, pour être très précis. La conséquence de ça, de ces possibilités, c'est effectivement une augmentation du rôle de l'électricité et une croissance des besoins en électricité. Et il est très regrettable, pour dire ce que je pense, que dans des pays comme en France ou en Allemagne, jusque grosso modo au milieu de la pandémie, on ait constamment eu des prévisions qui disent on va stabiliser la consommation d'électricité, etc., etc. Et ça, c'était tout à fait non raisonnable. Et je dirais, heureusement, à peu près au même moment, aussi bien en France qu'en Allemagne, on a enfin reconnu qu'il faudra augmenter la consommation d'électricité pour justement réduire les émissions. Si on prend le premier rapport en France qui dit les choses de façon étayée, avec des faits, etc., c'est le rapport que RTE, le réseau de transport électricité, a sorti en fin d'année dernière. En Allemagne, c'était quelques mois avant. Et donc, enfin, il y a certains lobbies qui ont dû renoncer à nous faire croire qu'on n'aurait pas besoin davantage d'électricité et que la sobriété, mot sur lequel on reviendra peut-être, permettrait de s'en sortir. Alors, j'en viens à mon point 2. Cette technologie, j'en ai choisi 7. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Si on regarde l'actualité d'aujourd'hui, on parlera de l'éolien en mer, mais je voudrais insister plutôt sur celle-là et notamment dire un tout petit mot des pompes à chaleur. Bon, le solaire thermique, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Les batteries, on en parle souvent dans la presse. L'hydrogène fait l'objet de nombreux débats, souvent technico-passionnels, ou plutôt non technico-passionnels. Le nucléaire aussi. Bon, le PV et le CCS, donc le capture-stockage du CO2. Alors, pourquoi je veux parler des pompes à chaleur? Parce qu'en fait, ça me semble être une technologie absolument formidable, technologie j'ai mis magique, parce que finalement, quand on regarde ce que c'est, la PAC, elle fait le contraire de ce que fait la nature. Alors pour ceux qui, j'imagine que parmi vous, vous savez tous ce que c'est, mais enfin, on a tous une petite pompe à chaleur près de chez nous normalement, puisque si on a un réfrigérateur, c'est une pompe à chaleur. Si on regarde ce que fait le réfrigérateur, eh bien, dans le compartiment, à l'intérieur du réfrigérateur, qui est déjà plus froid a priori que la pièce dans laquelle il est, la cuisine ou le studio ou autre, eh bien, il continue à enlever de la chaleur à l'intérieur et puis il l'envoie à l'extérieur. Alors que la nature, eh bien, elle aurait tendance au contraire à réchauffer l'intérieur du réfrigérateur. Donc les packs, il y en a, on en connaît sans le savoir, et il y en a de plus en plus utilisés pour le chauffage. La clim est aussi réalisée par des pompes à chaleur, puisqu'en fait, si vous prenez un jour d'été où votre pompe fonctionne, vous avez a priori une température plus basse dans votre maison, donc c'est là où il fait frais. Et puis la pompe, elle continue de vous enlever de la chaleur à l'intérieur, puisque vous êtes au-dessus, a priori, j'espère, chez vous, de 0 degrés Kelvin. Donc, il y a toujours de la chaleur dans la maison. Elle vous enlève la chaleur et elle vous la met à l'extérieur. Au passage, elle réchauffe un peu à l'extérieur. Question des îlots, etc., sur lesquels on pourra revenir. Ce qui est magique dans ces technologies, c'est que, eh bien, elles transportent plus de chaleur qu'elles ne consomment d'électricité, et qu'on a des coefficients de performance typiques de 3, 4, 5. Ce qui compte d'ailleurs, ce n'est pas le coefficient, sa valeur maximum. Ce qui compte, c'est une valeur moyenne sur l'année, parce qu'on sait que
à cause de Carnot, si j'ose dire, le rendement tend à baisser quand la température baisse, ce qui est quand même un des inconvénients de cette technologie. C'est assez logique, hein, il est de plus en plus difficile d'extraire de la chaleur quand il fait froid. Il n'empêche que, même en hiver, une pompe à chaleur RO, comme il en existe maintenant pour chauffer des maisons, eh bien, dans un pays comme la France, restera par moins 7 degrés à encore un coefficient de performance de 1,5, 1,8, donc qui sera meilleur qu'un simple chauffage électrique ou autre. Voilà, donc j'insiste sur cette technologie parce qu'en fait, on n'en parle pas tant que ça et elle joue un rôle croissant, jouera un rôle croissant à la fois pour le chauffage et pour la clim, qui va forcément se développer avec le changement climatique, et encore plus dans des pays qui sont les pays subtropicaux en développement, où ce qui est prévu par l'AIE et tous les rapports des gouvernements dans les différents pays, c'est effectivement une augmentation de la clim avec l'amélioration du niveau de vie pour que les gens vivent mieux, que les enfants travaillent mieux, etc., etc. Mais ça va provoquer une augmentation de la consommation d'électricité tout en permettant une meilleure qualité de vie. Alors, il y a plein de sortes de pompes à chaleur, puisqu'on peut pomper la chaleur dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Éventuellement, on peut y revenir dans la discussion. Voilà ce que je voulais dire sur les packs. Ah, j'oubliais de dire, un point important, la pompe à chaleur permet de récupérer de la chaleur dite perdue ou non utilisée dans un certain nombre d'industries. Au cours de process où on perd de la chaleur, on peut la récupérer par une pompe à chaleur et éventuellement modifier ainsi la température pour réutiliser cette chaleur. On peut l'utiliser dans des réseaux de chaleur, des réseaux municipaux, des réseaux etc., etc. Donc, c'est particulièrement important, si on pense à France 2030 en particulier, de regarder quelle est notre maîtrise industrielle et technique des pompes à chaleur. Je vais donc vous dire maintenant, transition toute trouvée, un petit peu sur la consommation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la consommation, elle va s'électrifier davantage. Et je vous ai mis là un diagramme qui est le diagramme officiel de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Bon, elle sera modifiée, elle sera rediscutée, mais ce qui est important, c'est les 2-3 ordres de grandeur que je vais indiquer. La première idée, c'est de se dire, on va réduire la consommation d'énergie finale. Alors, elle va être réduite d'une part avec des améliorations de performance des produits. Elle va être réduite probablement par des efforts de maîtrise, de sobriété ou autres, on va y parler tout à l'heure, et surtout d'utilisation rationnelle, et elle va se réduire par l'électrification. Alors pourquoi? Parce que quand vous passez d'une voiture avec un moteur à combustion interne à une voiture électrique, les moteurs électriques ont un rendement très supérieur, facteur 2, 2,5, 3, par rapport au moteur à combustion interne, malgré ses progrès depuis les premières voitures de Lenoir il y a un certain nombre de décennies. Quand vous passez de la même manière d'un chauffage au gaz, d'une chaudière à gaz ou au mazout, ou d'un chauffage électrique à une pompe à chaleur, vous divisez par 3 votre consommation. Bon, donc vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs importants avec amélioration des performances, isolation des bâtiments ou autres, et puis bien sûr ce dont je parlais à l'instant pour réduire la consommation d'énergie. En outre, comme vous le voyez, ça veut dire que ce que dit la SNBC, c'est que la consommation d'énergie finale va augmenter. Alors, j'ai pris ce diagramme dans un rapport officiel. Vous remarquerez qu'ils ont une vision du 25%, qui est un gros quart sur le cercle de gauche. C'est assez amusant. Bon, ceci étant, dans la SNBC, grosso modo, donc, on réduit l'énergie finale et on augmente l'électricité de grosso modo 450 à 645 TWh. Les estimations plus récentes de RTE sont plutôt à 750. Et notre estimation à l'Académie, c'est que comme en plus il faudra de l'hydrogène produit par l'électricité, on sera probablement encore au-dessus. Alors, je vous ai mis là, juste pour que vous ayez en tête quelques chiffres.
Donc, la consommation d'électricité en France, elle est passée de 18 à 25. Les émissions totales de CO2 françaises sont des valeurs 2019, 300 millions de tonnes. L'électricité elle-même, c'est 20 millions de tonnes. Donc, c'est pas beaucoup en pourcentage, beaucoup moins qu'en Chine ou dans un certain nombre d'autres pays. Le contenu CO2 de l'électricité en France en 2019, c'était 36 grammes par CO2. C'est un chiffre très bas. Cette année, il sera moins brillant puisque notre nucléaire ne fonctionne pas terriblement bien. Et je vous ai mis la valeur de référence au niveau mondial ici. Donc ça, je vais sauter ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'y reviendrai. Discussion sur la consommation primaire. Je pense qu'on pourrait y revenir. Je voudrais venir sur un point concernant la consommation, un point qui est important. Et je sais que au moins une des auditrices dont j'ai vu qu'elle est là, y reviendra certainement tout à l'heure, éventuellement dans une question. Débat entre l'isolation et la réduction des émissions. Mettre en priorité l'isolation, ce n'est pas la même chose que prioriser la réduction des émissions. Je vous ai mis un petit exemple là, tout à fait simple. Alors, j'ai pris une jolie petite maison, je ne sais pas si elle est très bretonne, mais bon, avec un besoin de chauffage annuel de 4 MWh. J'ai mis une chaudière à gaz très performante, et donc ça fait 800 kg de CO2. C'est 200 grammes pour la combustion du gaz, grosso modo 200 grammes de CO2 par kilowattheure produit, c'est plutôt 220, mais bon, allez, mettons 800. Si vous isolez de 50%, donc les combles, les fenêtres, les ouvrants, pardon, etc., les murs, ce qui est une grosse isolation, coûteuse en général, bon, vous diviserez par 2 le besoin et vous descendrez à 400 kg de CO2. Si par contre vous remplacez votre chaudière à gaz par une pompe à chaleur de coefficient de performance saisonnier, c'est ça que signifie SCOP, de 3, vous aurez un besoin d'électricité de 4 tiers de mégawattheure. Je pense que vous avez tous fait le calcul. Et en prenant une électricité à 50 grammes de CO2, eh bien, vous obtenez 67 kg. Je reviendrai sur ce contenu CO2 du chauffage éventuellement plus tard, si vous le souhaitez. Mais de toute façon, la différence est considérable. Donc, ce que je veux dire, c'est non pas qu'il ne faut pas isoler. C'est évident que consommer moins, ça sera bien. Mais il ne faut pas se tromper. Quand on donne la priorité à la réduction des émissions, il faut penser à la priorité de réduction des émissions. Et donc, il est probable qu'il faut isoler un peu, mais il faut surtout penser aux pompes à chaleur ou à des systèmes géothermiques ou autres. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Et plus généralement, il y a un vrai débat au niveau de l'Europe où l'Allemagne nous pousse d'abord à réduire la consommation, alors que ma conviction personnelle, c'est qu'il faudrait d'abord réduire les émissions. Ce qui n'est pas la même priorité, ce qui n'est pas la même politique, ce qui ne correspond pas aux mêmes indicateurs et aux mêmes objectifs. Alors là, je vous ai mis les résultats d'un exercice très intéressant fait par des collègues de l'Université de Munich, München, pour les germanistes. Donc, nos amis allemands, là, les équipes de recherche là-dessus, ont fait une étude de la consommation d'énergie finale en Europe pour 28 ou 30 pays. Et ils ont regardé en quelque sorte les fruits qui sont faciles à cueillir, n'est-ce pas? Et donc les solutions les moins chères, aussi bien dans tous les secteurs, en électrifiant et en voyant ce qui se passe sur la consommation d'énergie finale et sur les émissions. Et donc, je ne l'ai pas mis là, mais pour réduire les émissions de 40%, par exemple, au travers des pompes à chaleur dans le résidentiel et l'industrie, moteurs électriques, etc. Dans le projet Extremos, je vous ai mis la référence là, mais vous aurez accès au PowerPoint. Donc, vous pourrez retrouver ça, vous n'avez pas besoin de le noter. Vous avez sur la figure à droite les chiffres français. Leur étude des Barèdes était une étude sur des données françaises de 2017. Oui, c'est marqué, de 2017. Donc, voilà, vous avez à gauche les 1200 TWh français non électriques. On était tout à l'heure à 1600 TWh en tout. Il y a les 400 d'électricité et les 1200 hors de l'électricité, c'est-à-dire pétrole, gaz, un peu de charbon encore, etc. Et donc, après l'électrification, on voit que bon, ben, ça baisse en fuel, ça augmente en électricité, etc., etc. Voilà, donc je ne vais pas le détailler là, mais je crois que les deux chiffres importants, c'est ce que je disais,
me semble-t-il, c'est baisse la consommation finale et augmentation de l'électricité. Alors j'en profite pour faire un peu de pub sur un sujet sur lequel d'ailleurs l'Académie, on va sortir un rapport le mois prochain, qui est le stockage de chaleur intersaisonnier. Bon, alors la figure, elle n'est pas très belle, je suis d'accord. Grosso modo, c'est issu d'un exemple au Canada, dans le nord du Canada. Vous avez une série de pavillons qui sont figurés ici, là, voilà. Vous avez des maisons séparées. Et puis, elles ont tout un garage. Sur les garages, il y a un panneau solaire thermique. Et donc, en été, et quand il y a du soleil, c'est une zone assez froide et assez haute, hein. Ils sont à plus de 1000 mètres d'altitude et relativement au nord. N'empêche qu'il y a du soleil. Et donc, le soleil sert à chauffer de l'eau. Et donc, cette eau chaude, bon, glycolée convenablement, etc., elle se balade à l'intérieur d'un volume de sol qui fait 35 mètres sur 35 sur 35, qui est isolé sur le dessus, mais pas trop latéralement, et qui donc chauffe en été cette zone de sol. Et puis en hiver, vous avez un deuxième circuit qui va chauffer les maisons. Donc vous avez un petit réseau de districts, il y a une quarantaine de maisons de mémoire, hein, et ça chauffe les maisons. Et donc, c'est un stockage de chaleur intersaisonnier, et ça permet, avec des pompes il y a des pompes à chaleur évidemment qui font tourner tout ça, et donc vous avez là une manière de chauffer finalement en récupérant de la chaleur l'été et puis en l'utilisant en hiver. Il y a, notamment aux Pays-Bas, pas mal de systèmes de ce genre-là, où la clim et puis du stockage de chaleur venant soit de panneaux solaires, soit de panneaux photovoltaïques, permet de chauffer le sol. Alors ça peut être un morceau de nappe phréatique non utilisé évidemment pour l'eau potable, ça peut être un volume de sol, et comme ça, vous le chauffez l'été et puis vous récupérez la chaleur l'hiver. Je pense qu'en France, on devrait le faire davantage, et donc c'est ce que notre rapport va proposer, en insistant finalement sur cette géothermie rechargée, renforcée en quelque sorte, ce qui serait un moyen probablement de réduire les émissions de CO2 françaises de un certain nombre, donc correspondant à plusieurs térawattheures de chauffage. J'en viens maintenant, comme l'heure tourne, et puis c'est important qu'on ait un temps pour la discussion, très vite sur la production et le réseau, puis ensuite je viendrai au système électrique, qui est vraiment un point tout à fait central. Bon, alors, de temps en temps, j'entends parler beaucoup de la production. Je rappelle de temps en temps que la production, elle est là pour satisfaire les besoins et non l'inverse. Et donc, je voudrais insister sur 2 points que j'ai mis là. Il me semble qu'il faut continuer à travailler sur production et stockage hydraulique. Je sais qu'il y a encore des sites pour faire des barrages, pour faire des stations de pompage. Je sais que ce n'est pas nécessairement populaire, mais il y a un moment, il faut choisir entre les inconvénients. Donc, il y a encore du potentiel en France. Il y en a beaucoup dans les pays d'Asie, il y en a beaucoup en Afrique, des centaines de térawattheures et de gigawatts à mettre en place pour augmenter les possibilités de production électrique. Bon, le photovoltaïque, moi je pense personnellement, je le dis au passage parce que je crois qu'on a les toits, on a déjà beaucoup de sols et de territoires qui sont mobilisés. Bon, le gouvernement s'apprête à bouger enfin sur ce sujet-là. Il me semble que même si on ne veut pas abîmer un certain nombre de beaux toits en ardoise, je comprends. On ne va pas mettre non plus du photovoltaïque sur les toits de Notre-Dame dans la reconstruction, mais enfin, il y a un potentiel significatif et on devrait peut-être le valoriser. Au passage, le tarif de rachat du photovoltaïque, je le signale, on pourrait y revenir tout à l'heure si vous voulez. J'ai mis là ce qui est assez évident. Factuellement, 20 ans après le démarrage vers 2000, on n'a pas managé l'innovation, on n'a pas de production industrielle, on a créé des rentes de situation, on a augmenté le prix de l'électricité pour tous alors qu'on veut justement électrifier. Enfin bref, une politique sur 20 ans des gouvernements successifs que je qualifierais de désastreuse. Voilà, bon, je ne détaille pas là, s'il faut, on y reviendra. Alors sur le réseau, je vous ai mis ici une carte d'Europe, mais donc c'est non pas le réseau routier comme d'habitude, c'est le réseau électrique
européen haute tension. Tous les pays européens sont interconnectés, ce qui veut dire que les 50 Hz sont partout et que toutes les machines tournantes partout sont synchronisées par la façon dont c'est organisé. Et donc, c'est ça qui assure les 50 Hz partout en Europe à chaque instant, grâce aux machines tournantes, hein, les machines tournantes des centrales thermiques, qu'elles soient à charbon, il y en a encore, à gaz, nucléaire. Tout ce qui tourne fait que quand M. Pommier, par exemple, allume sa cuisinière, dont j'espère qu'elle est à induction, eh bien, le réseau ne tombe pas en carafe, mais l'ensemble des machines tournantes assure, par leur inertie, assure le maintien de la fréquence. Alors, ce qui se passe du côté réseau, ce qu'il y a de neuf, c'est les 3 points que j'ai signalés là. Alors que le réseau, jusque-là, le courant il circulait dans un sens, depuis les centrales jusqu'aux prises électriques à la maison, compte tenu du développement du photovoltaïque réparti, du développement de l'éolien terrestre et maritime, petit à petit, il y a de plus en plus de lignes qui sont utilisées dans les deux sens, que ce soit dans le réseau distribution, le réseau qui nous amène le courant à la maison, ou dans le réseau de transport, petit à petit aussi, par exemple entre la France et l'Angleterre. Et donc ça demande des investissements parce qu'il faut protéger, il faut éviter les courts-circuits. Enfin, il y a un certain nombre de protections, comme on dit dans le langage, qu'il faut développer. On voit aussi un redéveloppement du courant continu qui avait été abandonné par les pères fondateurs il y a 150 ans. Et donc, on le voit à la maison, on le voit au travers de l'utilisation des batteries, de nos téléphones portables, et aussi de l'interconnexion sous la mer qui, en fait, ou sous terre, qui se fait en réalité par du courant continu et pas du courant alternatif, parce que sinon on perd tout dans les sables. Et donc, grosso modo, l'évolution vers une production plus répartie, je dirais de 1000 points de production en Europe à plusieurs millions, nécessite la construction et le renforcement de lignes. Bon, après, il y a l'enthousiasme de nos concitoyens pour voir passer des lignes, etc., etc. Mais on voit bien que la cohérence d'ensemble de la démarche conduit effectivement à renforcer et augmenter le réseau. Donc, j'ai fait un petit tour, consommation, production, réseau, et j'en viens maintenant, avant la fin, sur la métamorphose du système électrique. Alors, qu'est-ce que j'entends par système électrique? Ben, le système électrique, c'est ce bidule fantastique auquel on ne pense jamais, qui fait que quand on appuie sur l'interrupteur, sur le on-off, ben on a le courant, quoi. Et donc, le système électrique, vu de moi, c'est la définition que j'en donnerai, mais enfin, je ne suis pas le seul à la donner, c'est tous les moyens de production qui sont connectés à l'ensemble des réseaux et toutes les charges, nos charges à nous, c'est-à-dire tout ce qu'on met sur notre connecté au réseau. Voilà donc le système électrique, qui est un fantastique outil de mutualisation et des consommations et des productions. Il faut savoir que si on regardait, si on allumait tout ce qui est connecté, le système ne tiendrait pas. Imaginez simplement dans votre maison, vous connectiez tous les appareils dont vous disposez. Je ne suis pas sûr que votre compteur Linky favori supporte ça, et a fortiori le système électrique. Donc, on mutualise les consommations et de l'autre côté, on mutualise les productions. C'est ça l'idée clé. Et donc, ce système, compte tenu de l'évolution qu'il a, qui est probablement le plus grand système qu'a construit l'homme au siècle dernier, le plus compliqué, continue de se complexifier. Et donc, une vraie question se pose, c'est d'en garder la maîtrise. Et donc, c'est ce à quoi disons, ce que tous les acteurs essaient de faire, mais ce n'est pas si simple et ça peut aussi faire l'objet de quelques réflexions, parce que derrière, il y a des problèmes d'organisation générale, conséquences des directives européennes, des évolutions techniques qui ne sont pas nécessairement simples à traiter. Alors, on a dit qu'on voulait électrifier, mais en même temps, bien sûr, décarboner. Alors, je vous rappelle ici l'anneau de droite. M'excusez, je ne l'ai pas traduit, j'ai gardé la figure telle qu'elle était. Vous donne au niveau mondial donc le détail de ce qui fait que nous sommes à grosso modo 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, vous avez le charbon qui a le bon goût d'être en noir. Je ne sais pas pourquoi le solaire est en rouge, mais bon, vous faites l'anneau, vous voyez que si vous rassemblez tout ça du côté gauche, vous voyez que
La partie fossile est à 61,4%, ce sont les données 2021. Et puis, la partie verte, donc renouvelable et nucléaire, donc et bas carbone, est à 35%, grosso modo un tiers. Puis vous avez quelque chose qui est intermédiaire autour de la biomasse et la géothermie, parce que d'une certaine façon, bon, ce sont des renouvelables, mais quand on les utilise, ils émettent du CO2, même si ça repousse, enfin, la géothermie, ça ne repousse pas, mais donc c'est pour ça qu'ils sont mis en intermédiaire sur ce diagramme et que ça vaut le coup de les distinguer des vraies sources bas carbone. Alors, si je regarde l'évolution dans le monde, je vous ai mis là quelques courbes. Vous avez là la courbe américaine, donc il y a une baisse des émissions. Faites attention à l'échelle, hein, c'est de 0 à 1000. Donc, vous avez ici la courbe des États-Unis. Les évolutions des 20 dernières années, la baisse vient du remplacement du charbon par le gaz. Vous avez la Chine qui avait plafonné à 1000 et qui remplace petit à petit ces vieilles centrales à charbon par des centrales à charbon modernes, du gaz, mais du nucléaire, beaucoup de solaire et de vent, donc ça baisse. Et puis vous avez la France qui est assez basse, qui a baissé grosso modo de 100 jusque vers 50, aussi grâce à la fermeture des centrales à charbon qu'on avait. Voilà un peu la situation. Et donc, comment on fait pour décarboner? Là, une petite remarque qui est, vous voyez, quand on réfléchit, il ne s'agit pas de dire on va créer, sauf peut-être dans quelques pays du monde qui malheureusement ont très peu un parc électrique très limité. Quand on prend des pays comme la France, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, on a déjà un système électrique avec un parc de production considérable. Donc la question, c'est comment on fait évoluer ce parc de production pour réduire les émissions. Et alors là, je vous ai ressorti un transparent que j'avais fait produire il y a une bonne quinzaine d'années à EDF R&D. Vous avez en violet clair, alors il y a 52 dents, donc ce sont les semaines, c'est sur l'année, et c'est en gigawatts, donc c'est grosso modo une simulation de la situation française. Et donc, vous avez au milieu, vous avez l'été, vous avez moins de consommation, et puis vous avez sur les côtés l'automne et l'hiver, etc., et où la production, les besoins sont plus importants. Et donc, je dis le clair, ce sont le vent et le solaire, donc les renouvelables, qui sont relativement intermittents, donc qui fluctuent beaucoup. C'est ce que représente la figure. Et puis en dessous, vous avez le reste de la production, ce qui va rester une fois que, comme besoin, une fois que votre renouvelable aura produit. Alors vous avez, pour simplifier évidemment, deux situations où le violet, c'est du charbon et du gaz, ce qui est largement le cas, mettons, de la Pologne, par exemple. Eh bien, plus vous allez augmenter vos renouvelables, mieux c'est, puisque vous allez réduire vos besoins en centrales à charbon et à gaz. Si c'est du nucléaire, comme ça, au hasard, en France, par exemple, vous allez moins utiliser votre nucléaire. Alors, d'un côté, vous pouvez vous réjouir, mais d'un autre, en fait, quand vous continuez, à un certain moment, votre nucléaire, et d'ailleurs, c'est pareil pour les centrales à gaz ou à charbon, n'est plus rentable. Et donc, vous allez avoir tendance, sur le long terme, hein, ça se fait sur plusieurs dizaines d'années, vous aurez tendance à le remplacer par autre chose. Et le remplacer par autre chose, c'est du gaz. Donc, vous allez réaugmenter les émissions. À moins que vous n'arriviez à stocker. Pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui reste limité et qui restera probablement limité, même si, j'y reviendrai dans quelques minutes, on augmente le stockage de façon massive. Voilà, donc juste dire, faire évoluer un mix électrique, c'est pas dire faire une décision un matin, on met du photovoltaïque, un autre jour, on met de l'éolien, un troisième jour, on met du nucléaire, ce qu'auront un peu fait les gouvernements français, pour le dire, et d'autres. C'est essayer d'avoir une vision globale, qu'est-ce qu'on fait et comment on agit sur le parc de production et ses différentes composantes, et en le faisant évidemment en lien avec les perspectives de production et les capacités de stockage. Bon, là, je glisse sur la discussion, peut-être on y reviendra tout à l'heure, sur le contenu CO2 pour le chauffage, enfin, pour être rapide, parce que c'est un point sensible et normalement sensible. Quand on regarde le contenu CO2 de l'électricité pour le chauffage, bon, il y a eu plein de discussions, de débats.
je pense qu'il faut être raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut se dire la période de chauffage, c'est mi-octobre, mi-avril, donc il faut prendre le contenu CO2 de l'électricité sur cette période-là, et non pas sur l'ensemble de l'année. Donc on était à 200 grammes à peu près, un petit peu en dessous en 2010, on est plutôt maintenant à 75. Voilà, donc si vous voulez, on peut y revenir, mais je pense que par contre, pour l'eau chaude et l'éclairage qui sont quasiment annuels, là, il faut prendre la valeur moyenne sur l'année. Alors, quelques points pour terminer avant de conclure. Quelques points techniques toujours sur le système électrique. Le premier, c'est que le système, il interagit très fortement avec la nature. Il interagit avec la nature du côté de la consommation, comme indiqué sur le... Il intervient sur le réseau parce que le réseau, quand les lignes électriques sont très chargées, parce qu'elles sont chaudes et puis qu'il y a déjà quelques arbres mal été, qu'on n'a pas très bien soignés qui vont tomber dessus, ou parce qu'il y a une tempête, donc la nature joue là aussi. Et puis enfin, dans les productions, quand il ne pleut pas beaucoup à terme, on n'a pas beaucoup de stocks hydrauliques où les rivières sont assez basses. Ça a un impact aussi sur le thermique fossile et nucléaire parce qu'il faut le refroidir. Et puis enfin, l'éolien et le solaire, je n'ai pas besoin, vous voyez tout de suite. Donc l'interaction entre le système et la nature, elle a tendance à augmenter. Bon, ce n'est pas tragique, mais il faut le prendre en compte et savoir prendre des précautions pour faire face à cette évolution. Et je dirais, non pas et pourtant il tourne, mais il suit la charge et il va subir le changement climatique, comme nous tous, de plus en plus. Ce qui veut dire modification sur l'hydraulique, modification sur les consommations, etc., etc. Le système électrique, avec la montée de l'intermittence, il y a deux autres points que je veux mentionner brièvement. Le premier, c'est qu'il faut que le système reste stable. Donc, il y a une question, c'est que, comme je vous disais, le système est stable, donc et résiste quand il y a des variations de consommation ou qu'il y a un incident quelque part. Eh bien, c'est grâce à l'inertie des machines tournantes. Eh bien, si on a moins de machines tournantes parce qu'on augmente la production solaire et puis la production éolienne, eh bien, il faut travailler sur des inerties artificielles ou trouver des moyens de compenser. C'est pas du tout impossible. De toute façon, le besoin augmentera lentement, le besoin de compenser augmentera lentement, donc ça se traite. Pareil, flexibilité de l'ensemble production-consommation, puisqu'on ne peut pas stocker, enfin on stocke modestement comme électricité, il faut en permanence étudier la compatibilité production-consommation, l'équilibre, je dirais, entre la charge et puis entre la consommation, la charge si vous voulez, et puis la production, et la puissance disponible. Et donc, il faut regarder ça dans son ensemble et regarder quels sont les besoins de stockage et ceux qu'on peut satisfaire en question de coût, en question de faisabilité. Il peut y avoir des besoins de stockage à l'échelle des 2 heures de pointe du soir. Il y a les différences entre la semaine et le week-end. Il y a les problèmes entre été et hiver. Et puis, il y a les différentes échelles entre ce qui se passe au niveau de la ville, ce qui se passe au niveau d'un pays ou d'un continent. Bon, donc là, on ne va pas détailler ce soir, mais c'est des points qui se traitent, qui se travaillent, que les acteurs connaissent, mais qui vont forcément demander des modifications dans les solutions et certainement des investissements. Un dernier point, je reviens en arrière, toujours sur le système électrique, la flexibilité de la consommation. J'entends certains acteurs expliquer qu'il faut enfin que la consommation soit flexible. Je voudrais rappeler que nos anciens, 1955, c'est quand même déjà ancien, eh bien, on a déjà modulé avec les tarifs heure pleine, heure creuse. On a modulé avec les chauffe-eau allumés la nuit automatiquement. Avec la télécommande, il y a une petite faute de frappe, vous m'excusez, sur la télécommande centralisée. Pour les curieux, pourquoi ça s'appelle fréquence musicale? C'est parce que le signal qui est envoyé depuis ici est à 175 ou 188 Hz. Et donc, après, il circule sur le réseau, il arrive chez vous ou dans les bureaux et ça allume ou éteint le chauffe-eau au bon moment. Alors, jusque-là, c'était essentiellement jour-nuit, heure pleine, heure creuse. Avec le développement du solaire, par exemple, et dans certaines régions, on voit bien que il faut introduire une flexibilité plus moderne, plus adaptée.
Et donc, je l'ai appelé flexibilité 4.0, où on va prendre en compte effectivement la production répartie, etc., etc. Et donc, cette flexibilité, on a des capacités du côté de la consommation pour continuer de l'augmenter avec pas seulement les chauffe-eau, mais aussi de l'inertie thermique et un certain nombre d'autres solutions techniques, des pompes à chaleur avec un réservoir d'eau chaude à côté, etc. Dernier point qui nous touche aussi, ce système, il joue un rôle clé dans nos vies de plus en plus, et donc, si jamais il tombe en panne, c'est la cata. Moi, quand j'étais enfant, on savait où étaient les bougies. Maintenant, on ne sait plus où sont les bougies. Elles sont là pour l'anniversaire. Et donc, c'est quoi une bougie moderne pour garder la capacité de recharger nos téléphones, enfin faire un minimum, éventuellement faire chauffer un peu d'eau. Il y a une vraie question, c'est pour ça aussi qu'un peu de stockage réparti et de panneaux solaires répartis, avec une installation bien adaptée dans les maisons, fait partie de ce qu'il est probablement raisonnable de développer dans les décennies qui viennent. Alors terminons. Il me semble qu'au travers de tout ce que j'ai essayé de montrer rapidement, on voit bien qu'on ne peut pas regarder d'un côté le chauffage, d'un autre côté les véhicules, d'un autre côté l'éolien. Il faut regarder l'ensemble et avoir une politique globale. Si on veut électrifier, il faut électrifier du côté de la consommation, donc avoir des politiques du côté de la consommation. Il faut avoir en même temps une politique qui permet d'augmenter la production. Derrière ça, ça veut dire des objets installés, des compétences, des emplois qui disparaissent, d'autres qui sont créés, etc., etc. Derrière des débats citoyens, des débats importants, parce qu'il y a et tout le monde ne partage pas nécessairement, tout le monde n'est pas nécessairement au courant. Aller installer une ligne électrique ou une éolienne, ça provoque des débats. Intérêt général versus intérêt particulier, les intérêts contradictoires d'un certain nombre d'acteurs économiques, etc., etc. Et finalement, pour bouger, ben, il faut des visions claires, donc systémiques claires, du leadership et parfois un peu d'audace. Je vais y revenir dans un instant. Et donc, vous avez là une vision, la vision harmonieuse, idéale de la société que j'ai, et donc qui va permettre de traiter cette question vitale pour les générations qui nous suivent. Et donc, mes remarques conclusives, c'est on a plein de solutions bas carbone. Le vrai problème, c'est de les déployer et de les déployer en prenant en compte les temporalités, la durée de vie des centrales, des chaudières, des maisons, etc. Il faut se méfier des grandes annonces qu'on voit de temps en temps sur la presse et les réseaux sociaux, telle technologie magique qui va sortir, miraculeuse, qui va tout nous sortir d'affaires. Le temps de l'industrie et des déploiements, c'est généralement 1, 2, 3 dizaines d'années. Optimiser le local et le national, on y reviendra certainement dans la discussion, j'imagine que Dominique Ramard va y revenir. Et puis, pour que tout le monde avance, il faut des politiques stables et prévisibles, ce qui n'est pas toujours le cas. Et un des éléments qu'on a introduit dans notre bouquin, mais on n'est pas les seuls, c'est l'idée que au lieu d'une taxe carbone, on mettrait plutôt une redevance, ce qui veut dire qu'elle est redistribuée de manière qui incite à réduire les consommations et les émissions, mais que ce n'est pas encore un impôt supplémentaire. Alors, j'ai mentionné audace. Il me semble que si vous voulez, est-ce que nous sommes assez audacieux pour avancer vite? Là, je vous donne un tout petit exemple d'un de nos pays tout proche, la Suisse, qui a construit le plus long tunnel ferroviaire du monde, 57 km, au travers d'un processus démocratique de discussion, etc. Mais le tunnel, il est en service. Ils l'ont fait en augmentant pendant 20 ans la TVA de 0,1 point. Et il permet d'éviter que les camions continuent de polluer et de traverser les Alpes petit à petit. Et les trains là-dedans, ils circulent finalement sans monter, puisque c'est un tunnel de base, et que donc, même en roulant à 175 km/h dans le tunnel, eh bien, la consommation d'énergie est plus faible que par l'ancienne ligne. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je fais un peu de pub pour le bouquin. J'ai donc coécrit avec un ami et collègue suisse, l'ancien directeur de l'énergie de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc, on a écrit les deux versions françaises et anglaises. Vous avez évidemment le choix entre lire l'anglais et lire le français. Merci beaucoup de votre patience.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir associé à cette présentation. C'est vrai que dans le contexte énergétique qui est le nôtre, moi, mon quotidien en tant que président d'un syndicat départemental d'énergie, en ce moment, c'est comment va-t-on passer l'hiver? Comment les collectivités vont-elles réussir à payer leurs factures d'électricité ou de gaz? Donc finalement, de prendre un peu de recul et de revenir à des questions stratégiques ne fait pas de mal. On essaye d'ailleurs toujours de préserver ce temps-là pour éviter d'être trop dans la difficulté, les mains dans le cambouis en permanence. Donc je me permets quand même de rappeler ce qu'est un syndicat départemental d'énergie. Le syndicat des Côtes-d'Armor, il a été créé en 1937 et donc il est le propriétaire pour le compte des communes du réseau de distribution d'électricité, mais aussi pour 100 communes sur les 348 que comptent les Côtes-d'Armor du réseau gaz. Et donc, ces réseaux sont concédés pour l'électricité à Enedis et puis pour le gaz à GRDF ou de plus en plus aussi à d'autres opérateurs au travers de délégations de services publics. Et notre rôle de syndicat, c'est non seulement donc de contrôler la façon dont le réseau est donc exploité par les concessionnaires, mais aussi de plus en plus d'accompagner les communes dans ce qu'on appelle la transition énergétique, du côté de la production d'énergie renouvelable de plus en plus, et également du côté de la maîtrise de leur consommation, pas forcément pour des raisons de sobriété, c'était un mot qu'on employait encore très peu il y a quelques temps, mais simplement pour préserver les budgets communaux du fait donc notamment de l'augmentation des prix que l'on connaît ces derniers temps. C'est vrai que depuis quelques mois, années, de nombreux scénarios sortent pour accompagner les stratégies élaborées au niveau européen ou au niveau français. Donc, on a parlé là de l'étude de RTE donc sur les futurs énergétiques à l'horizon 2050. Donc c'est clair que sur cette étude, mais on a aussi celle de l'ADEME, celle de Négawatt. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une confrontation là, de contributions. Donc moi, en tant qu'élu, j'essaye de faire la part des choses entre ce qui peut nous être dit, mais ce qui ressort à peu près partout, c'est qu'effectivement, on devra électrifier un peu plus notre mix énergétique et que parallèlement donc, à cette électrification de notre mix énergétique, il y aura quand même besoin de contenir l'évolution de notre consommation globale et même de, si possible, donc la diminuer. Et donc, ma première question, d'une certaine manière, elle tourne aussi justement autour de la question de la sobriété ou de l'efficacité énergétique. C'est que parallèlement donc, au besoin donc, de décarboner notre mix énergétique, se pose la question aussi de la façon dont on va pouvoir maîtriser nos usages et éventuellement être plus dans une position donc, de décideur vis-à-vis donc des usages qui pourraient nous paraître essentiels, pour reprendre un terme qu'on a utilisé pendant la crise du Covid, et d'autres qui pourraient l'être un peu moins. Et je vais donner juste un exemple. J'étais il y a quelques semaines au salon du véhicule électrique donc, qui se tenait à Saint-Brieuc. Et donc, les différents constructeurs présentaient donc leurs véhicules. Et je me suis aperçu que finalement, ce qu'ils présentaient, c'était des véhicules beaucoup plus lourds, certes qui étaient électrifiés, mais qui, au global, finalement, consomment plus d'énergie. Et donc, on voit qu'on peut gagner finalement, enfin, on peut décarboner notre consommation. Par contre, le gros risque, c'est qu'on aille vers un développement des usages qui soit donc lui porté vers plutôt une augmentation globale de la consommation parce qu'on continuera à avoir des véhicules en l'occurrence qui seront plus fortement consommateurs. C'est une première question. Est-ce que sur la question de l'évolution de notre consommation, on n'a pas des leviers aussi à actionner et que parallèlement à l'électrification, on ne doit pas quand même réfléchir à une meilleure efficacité, voire à une sobriété? Alors, merci. Merci pour ce point qui est un point tout à fait crucial, effectivement. Si on dit, c'est un raisonnement théorique, si on dit l'objectif c'est de baisser les émissions et qu'on a autant de production d'électricité qu'on veut, après tout, on pourrait se dire
bah, ce n'est pas grave si les véhicules sont plus lourds ou autres. On pourrait dire. Je suis sur un raisonnement théorique, hein. Puisque je l'ai dit au début, a priori, si on était capable de produire suffisamment d'électricité, on n'aurait pas de problème. En réalité, je pense deux choses. La première, c'est que l'une des difficultés de la transition, en France, mais un peu partout, va être d'assurer suffisamment de production d'électricité pour décarboner. Et donc, cet argument-là, ce point-là, me semble tout à fait important. Donc, c'est un premier point qui va nous pousser à ce que vous dites, à mon avis, à tout à fait juste titre, il faut maîtriser nos consommations. Le deuxième point, c'est que quand on ne consomme pas, ou une énergie qu'on ne consomme pas, on ne la paye pas et elle n'émet pas. Et c'est clair que, par exemple, les bâtiments municipaux, je pense, sont semi-isolés pour certains, les écoles, par exemple. Eh bien, si on les isole un peu et qu'on y met des pompes à chaleur, on va à la fois réduire la consommation et réduire les émissions. Troisième point, il y a des technologies, des choix technologiques des constructeurs ou autres qui vont plus ou moins vers la maîtrise, ce que j'appelle l'utilisation rationnelle. Le mot sobriété, il a plein de sens différents. Donc, bon, je vais donner un exemple. Il se trouve que j'ai plus de voiture. J'ai la chance d'habiter dans le centre de Paris, j'ai plus de voiture. Mais dans ma dernière voiture, je me rappelle que j'avais l'air conditionné, c'est très sympa. Mais quand j'étais en été, j'avais l'air conditionné, donc j'arrête la voiture, je la mets au garage, etc. Quand je la reprenais, l'air conditionné se rallumait automatiquement. J'aurais trouvé normal, et à l'époque j'ai écrit au constructeur en lui disant j'aurais trouvé normal qu'on me demande de la rallumer, parce que c'était un moyen d'éviter, au moins dans certains cas, que j'utilise. Je pense que la technologie ne résout pas tout et que beaucoup de choses sont dans nos têtes, hein. Éteindre la lumière ou ne pas faire couler l'eau quand on se brosse les dents, enfin, c'est une chose. Mais il me semble qu'il faut qu'on soit vigilant dans les choix de technologie, éventuellement dans les choix de produits quand on a la possibilité, de regarder qu'est-ce qui nous pousse à être économe. Voilà. Je ne veux pas être trop long parce que je pense que vous avez d'autres points. Je ne pense pas avoir répondu complètement à la question, mais je pense profondément qu'il faut qu'on maîtrise la consommation, effectivement, à la fois parce que ça permet d'éviter des émissions et ça permettra d'assurer la transition, mais de l'autre côté, qu'il faut électrifier parce que c'est ça qui va nous permettre de baisser les émissions. Voilà. Très bien, merci. Et donc, j'ajouterais aussi que dans les scénarios de RTE, donc dans les conclusions, on va dire, d'introduction de cette étude future énergétique 2050, RTE parle aussi de la réindustrialisation du pays, donc de ce besoin de consommer plus d'énergie en réindustrialisant, donc en relocalisant un certain nombre de productions. Donc, dans un premier temps, c'est de la consommation supplémentaire, mais c'est aussi une empreinte carbone qui diminue globalement, notamment celle qu'on a externalisée dans des pays à l'autre bout du monde. Donc, là, on voit bien aussi qu'on a entre la consommation et l'empreinte carbone, des fois, des liens qu'il faut regarder de manière globale, comme vous avez pu le souligner par ailleurs. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est effectivement, est-ce qu'on parle de l'empreinte carbone de ce qui se passe en France ou de notre consommation? On sait très bien que dans un cas, on est grosso modo à 5-6 tonnes par habitant, dans l'autre cas, on est plutôt à 10. Donc, mais quand même, quand on électrifie petit à petit notre industrie, on baisse nos émissions. C'est assez clair. Et en même temps, on réduit, comme je l'ai indiqué rapidement tout à l'heure, il y a nombre de cas en passant à une technologie électrique, hein, pas seulement sur les moteurs ou sur les pompes à chaleur, mais souvent on réduit la consommation d'énergie. On réduit les émissions, mais on réduit la consommation d'énergie. Donc je crois que c'est... Et on voit bien que dans l'industrie de la sidérurgie, dans l'industrie de l'aluminium, dans l'industrie du verre, on voit bien que des progrès sont possibles. Et donc pour réduire la consommation, faire évoluer les process, même si beaucoup d'usines sont déjà relativement optimisées.
Excusez-moi, je vous ai peut-être coupé. Non, non, mais voilà, on se complète et c'est parfait. Je voulais aussi donc évoquer ce que je disais déjà tout à l'heure sur la question de l'évolution du prix de l'énergie. Donc en ce moment, pour tout vous dire, hein, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe parce que le syndicat départemental d'énergie porte un groupement d'achat pour l'ensemble des collectivités costarmoricaines. Jusqu'à présent, on avait réussi à acheter de l'électricité, on va rester sur cette énergie, qui était donc à un prix raisonnable. On était donc il y a 2 ans sur de l'électricité à 50 € du mégawattheure. Sur l'année 2022, ben, on a dû subir un prix de 112 € du mégawattheure, donc on a déjà doublé la partie fourniture dans notre facture. Et puis là, en ce moment, je clique, j'achète comme ça sur le marché à terme. Voilà le rôle aussi d'une collectivité aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, on a acheté à peu près les 2/3 de notre besoin d'électricité pour l'an prochain. Et donc, si le marché, les prix ne baissent pas d'ici la fin du mois d'octobre, c'est la date limite pour pouvoir acheter, pour ce qui nous concerne, on devrait arriver à un prix de l'électricité à 445 € du mégawattheure. Et donc, d'une certaine manière, il y aura de la sobriété un peu forcée du fait des prix. Moi, je prends dans ma commune ou dans d'autres de la même taille. En gros, si on veut stabiliser notre facture d'électricité, bah, le seul levier dont on disposera, ça sera donc de diminuer le volume consommé. Et donc, d'une certaine manière, il y a de la sobriété un peu forcée du côté des usages du fait de l'évolution des prix. Donc, je pose juste ma question. En gros, voyez, par rapport à ça, est-ce que vous avez une réaction donc, sur comment baisser la consommation donc, dans un contexte comme celui-ci? Et peut-être pouvez-vous en profiter pour nous dire la lecture que vous faites du marché de l'électricité et donc de ces prix qui, pour moi, ne correspondent à rien, surtout quand on connaît le prix de revient des différentes électricités produites sur un territoire comme la France, mais même à l'échelle européenne. Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question parce qu'elle est plus facile d'une façon que la première. Les directives européennes, l'Organisation du marché de l'électricité a tout faux. Et ce n'est pas faute qu'un certain nombre de personnes, dont modestement je fais partie, le disent depuis longtemps. On a tout faux. Et donc, on nous avait annoncé que la re-régulation, parce que ce n'est pas une dérégulation, permettrait avec la concurrence de réduire les prix, etc., etc. On a bien vu à la fois que ce n'est pas vrai, on a vu aussi qu'on n'a pas su investir suffisamment pour se trouver en bonne situation, etc., etc. Donc, je ne vais pas faire là le procès de 20 ans je dirais, d'impéritie au niveau européen, voire français. Enfin, je veux dire, et ça pose, à mon avis, un problème, au-delà de cette expression de critique, qui n'est pas nécessairement constructive, mais bon, qui est plutôt un regret, c'est quelle est la formation de nos politiques et quelle est l'écoute qui est faite des différents acteurs, des gens compétents. Et finalement, si vous comparez la situation française, voire européenne, dans le niveau des gouvernements et autres, il y a bien peu d'ingénieurs. Prenons chez nous. Donc là, on est en situation d'exceptionnel en ce moment, si on regarde notre première ministre et puis notre ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche, mais en moyenne, il y a très peu de scientifiques, d'ingénieurs et d'industriels dans nos gouvernements. Je le signale au passage parce que je pense que ce n'est pas négligeable. Deuxième point, donc, je ne vais pas vous dire que le marché fonctionne bien. C'est effectivement totalement aberrant de se dire que chez nous, avec 80% d'électricité hydraulique et nucléaire et une part de gaz quand même qui est plus faible, nettement faible, on ait des variations pareilles. Puis j'aurais envie de tout titiller. Pourquoi vous achetez sur le marché? Pourquoi vous n'achetez pas à EDF? Vous seriez peut-être moins dans cette situation. Non, je vous titille pour que vous puissiez faire la réponse. Hein. Et bon, sur les économies relativement rapides, je pense qu'il n'y a pas de solution en 3 mois. Par contre, lancer un programme d'isolation, électrification des bâtiments publics et des écoles, etc., etc., je pense que là, sur 2-3 ans, vous pouvez vraiment faire des progrès. Probablement, à moins que vous ayez déjà lancé un programme là-dessus depuis un certain nombre d'années. Et puis, travailler aussi tout ce qui est régulation, c'est-à-dire les détecteurs de présence, enfin tout un tas de choses qui font gagner des pouillèmes par-ci par-là, mais les pouillèmes, beaucoup de pouillèmes, ça fait quelque chose de significatif.
Oui, donc c'est exactement ça, puisque vous m'y invitez. Moi, dans ma commune, effectivement, on a commencé à équiper les bâtiments de boutons poussoirs pour avoir une minuterie, pour être sûr que le chauffage est bien éteint une fois que les occupants ont quitté la salle. Et de la même manière, on programme de plus en plus les différents dispositifs électriques pour pouvoir vraiment assurer un désusage, enfin, en tout cas, une adéquation entre le fonctionnement des appareils et les usages de tel ou tel équipement. Donc, juste puisque vous posiez la question, en fait, les collectivités, dès qu'elles ont un budget qui dépasse les 2 millions d'euros ou qu'elles ont plus de 10 agents communaux, elles ne peuvent plus en fait souscrire à l'offre de tarifs réglementés de vente. Et donc, d'une certaine manière, pour une grande partie des collectivités costarmoricaines, elles sont soumises donc à cette obligation d'acheter sur le marché. Et notre fournisseur, dans le cadre du marché, est EDF aujourd'hui, puisque c'est lui qui a été lauréat. Mais on achète sur le marché Ouais, c'est et donc absurde. avec les tarifs que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je poursuis mes questionnements et puis je vois que dans la conversation là, qui accompagne cette réunion, il y a des préoccupations qui sont similaires aux miennes, mais je vais venir sur un sujet qui est pas évoqué. Vous avez tout à l'heure parlé des heures pleines, heures creuses. On sait qu'on avait aussi des offres d'un certain nombre de fournisseurs d'énergie pour pouvoir éventuellement effacer donc, les consommations lors des jours de pointe. Est-ce que vous pensez que le système justement à la fois de tarification, mais aussi de gestion du réseau, ne pourrait pas être adapté pour lisser un peu plus les courbes de charge, éviter en fait des fois du surinvestissement, même qu'on est amené à faire sur le réseau, pour être sûr de pouvoir passer les pointes et donc d'une certaine manière amener un peu plus d'intelligence dans le réseau. Vous avez dit que les smart grids, les réseaux intelligents, ça date pas d'aujourd'hui, avec l'exemple que vous avez utilisé tout à l'heure. Moi, je suis persuadé aussi que du côté des technologies, alors non seulement de stockage, mais aussi du numérique, du pilotage en fait des réseaux, on a des marges de manœuvre qu'il nous faudrait exploiter de façon à ce qu'on soit moins sensible non seulement aux intermittences de production, mais à la flexibilité nécessaire du fait des évolutions de consommation et d'avoir quelque chose qui soit plus souple en exploitation. Alors, je suis à 300% d'accord avec vous. Il me semble que justement, quand j'ai parlé de flexibilité 4.0 tout à l'heure, c'était avec ça en tête. Il est certain, par exemple, que on a des bâtiments qui, pour certains, ont une certaine inertie thermique. Ils ont tous une certaine inertie thermique, plus ou moins grande. On peut d'ailleurs augmenter l'inertie thermique avec un peu d'isolation, notamment du côté des ouvrants, un certain nombre d'autres choses. Et on peut faire de l'arrêt tournant de chauffage. On peut très bien imaginer de couper le chauffage un quart d'heure, toutes les 2 heures. Enfin, il y a un certain nombre si vous voulez, d'effacements temporaires de charge, plus ou moins longs suivant les caractéristiques du bâtiment, par exemple. Ça, c'est un moyen qui n'est pas très coûteux et qui utilise le numérique, justement, pour pouvoir éviter et réduire les pointes ou faire que à un niveau local, vous puissiez maîtriser davantage votre consommation. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire relativement vite, d'une certaine façon, et ça ne demande pas des investissements considérables, et ça peut être un moyen de lisser les pointes. Alors, à terme, ça peut permettre de réduire des besoins supplémentaires de réseau, mais là, on n'est pas sur la même échelle de temps. Quand on revient au souci du moment, qui est de dire essayons d'écraser, d'écréter les pointes, eh bien, faire du délestage tournant ou de l'arrêt tournant d'installation volontairement, c'est des choses qui est tout à fait raisonnable et qui probablement n'est pas assez pratiquée. Donc, quand je parlais de flexibilité 4.0, c'est ce genre de choses que j'avais en tête, à la fois pour rappeler que cette idée de flexibilité de la consommation est très ancienne et que par ailleurs, on a beaucoup plus de possibilités maintenant qu'avant, y compris dans les Côtes d'Armor, j'en suis sûr. Avec vos belles Ouais, maisons là, solides et tout, j'en suis convaincu. ouais, il y a des projets sur le sujet. Et voilà, puis je vais juste moi finir mon tour de questions, on laissera la parole aux autres et puis je reviendrai peut-être en réaction par la suite. Mais donc, vous avez bien mis en avant dans votre présentation qu'il y a une question technologique ou technique, en tout cas qui est importante, mais qu'il y a aussi des aspects autres qu'il va falloir intégrer, notamment quand vous avez parlé de la nécessaire approche systémique. Il y a notamment dans les éléments que vous faisiez figurer, il y a la question des ressources, parce que certes, on sera sans doute avec une énergie quasi illimitée,
mais il y aura quand même d'autres ressources à mobiliser du côté des minerais, du côté d'un certain nombre d'éléments aussi solides qu'il va falloir mobiliser, donc aussi bien dans le photovoltaïque, l'éolien ou que le nucléaire. Donc ça aussi, il y a des limites physiques. Après, il y a aussi en gros une acceptation de la part des milieux, la question d'une approche plus écologique du développement des énergies, et puis enfin une approche qu'on pourrait qualifier de sociétale, sociale, démocratique. Et moi, je m'en rends compte en tant qu'élu aujourd'hui, vous l'avez vous-même mentionné, on a un gros problème d'appropriation par nos concitoyens des enjeux de l'énergie. En fait, on approche aussi souvent cette question par bribes. D'un côté, c'est le prix de l'électricité, comme on l'a fait nous aussi ce soir. D'un autre côté, c'est est-ce que je suis pour ou contre telle ou telle technologie. Donc là, c'est une forme d'acceptation dans le paysage. Des fois, c'est un peu plus idéologique encore que ça. Et puis, des fois, c'est tout simplement que, en gros, la question de l'énergie, bah, en fait, certains la connaissent par le bout de leur facture, mais pas vraiment par la question du réseau, par exemple. Il y a aussi une question de connaissance technique de la façon dont ça se passe. Et donc, c'est très compliqué, en fait, d'avoir une discussion sereine sur le sujet. Moi, je crois pouvoir le dire. À chaque fois, en fait, on voit bien qu'il y a des emballements dans le débat. Et donc, forcément, moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'on arrive à poser les choses et que petit à petit, il y a un véritable débat démocratique sur la question, ce qu'on n'a pratiquement jamais eu sur la question énergétique en France. Je me permets deux petites réactions par rapport à ce que vous dites, mais je vais aller dans votre sens. Enfin, sur les minerais, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, je suis un petit peu ce qui se passe, évidemment, notamment pour ce qui concerne les éléments qui sont directement liés aux questions dont on parle sur le plan énergétique. Bon, je n'ai pas de vraie inquiétude, si vous voulez, que ce soit sur le lithium ou sur d'autres minerais, etc. Je pense ou pour l'uranium, je pense qu'il y a eu des décennies où on n'a pas continué de recherche pour regarder les réserves qui sont accessibles, etc. Ceci dit, il ne faut pas se tromper. Comme vous dites à juste titre, elles sont limitées, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait des limites. D'autre part, enfin, des limites, que ça nous bloque pour l'évolution dont on parle actuellement. Et deuxièmement, je pense aussi qu'au fur et à mesure que, par exemple, les batteries progressent, il y a un certain nombre de matériaux rares dont on a moins besoin, ou certains qu'on substitue à d'autres. Donc, j'avoue peut-être à tort, mais j'ai assez confiance à la fois dans le système là, économique, pour une fois, et puis dans les développements pour qu'on ne soit pas coincé de ce côté-là. En ce qui concerne le débat démocratique, je suis moins rassuré, pour dire les choses. Je participe moi-même assez souvent à des discussions, donc je vois bien à quel point ça peut devenir passionnel et assez rapidement, et on a parfois des concitoyens qui ne connaissent pas bien les faits ou un certain nombre de choses, donc même des hommes politiques aussi. Et donc, il me semble qu'on a un vrai problème de culture là-dessus, et d'abord de formation des enseignants, des élus, pour dire les choses. Je ne parle évidemment pas de vous, puisque vous êtes dans le sujet, mais il me semble qu'on a un vrai travail, une vraie réflexion à avoir sur la formation des instituteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes transmettre un certain nombre de choses. Et plus généralement, je suis assez frappé de voir que dans notre enseignement, mais il n'y a pas qu'en France, hein, c'est un sujet dont on débat au niveau avec les académies des technologies d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Allemagne ou ailleurs, parce qu'on a des échanges entre nous. On voit bien que finalement, les progrès qui ont été faits depuis 200 ans grâce à la science et la technologie ne sont pas tellement enseignés. On parle beaucoup de la science, on parle beaucoup aussi bien, mettons, des théorèmes de mathématiques, de la relativité, etc. Mais le développement du progrès, de ce qui est quand même du progrès en termes de qualité de vie, de santé, etc., qui a été permis par l'électricité, le gaz aussi, enfin un certain nombre de choses, la notion de progrès, on n'en parle plus beaucoup. On parle tout le temps d'innovation, on n'en parle plus beaucoup de progrès, on ne l'enseigne pas beaucoup. Et donc, il me semble que là, on a un vrai effort à faire. Et l'effort concerne le ministère de l'Éducation nationale, avec qui on est en interaction au niveau de notre académie, et de façon générale aussi la façon dont on forme dans les écoles et les universités.
reprendre un peu les perspectives historiques. C'est pour ça que je suis parti tout à l'heure de la fée électricité 1881 et que j'ai remis cette liste. Je ne dis pas que ça règle tout, je dis que ça aide à relativiser les choses, à prendre conscience des perspectives, de ce qui a été fait, de ce qui est possible, etc. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur, aussi bien sur les minerais que sur la question sociale et démocratique.